Moi, je présente les projets de recherche bois, durabilité, aménagement, humidité, environnement. Donc, l'idée, c'est de dire le bois aménagé durablement dans son environnement humide. Donc, c'est important. Alors, je voulais quand même recentrer un petit peu le thème du séminaire, parce qu'on parle de construction bois. Donc, du coup, toute la partie filière bois qui a été évoquée avant, c'est à destination de la construction bois. Donc, il faut bien que vous ayez ça en tête. Donc, du coup, il y a une continuité dans toutes les interventions pour aller jusqu'à la fin avec tous les effets, toutes les présentations qu'on a vues, comment on peut construire en bois aux Antilles-Guyane et en bois durable par rapport justement à cet environnement. Donc moi, je vais présenter cette partie d'étude. Donc c'est un projet de recherche. Donc comme vous le savez, le bois, c'est un matériau qui a des caractéristiques très variables en fonction des essences et qui est surtout très sensible à l'humidité. Donc ça se rappelle un matériau hygroscopique. Et en fait, sur le schéma que vous voyez, s'il fait plutôt sec et donc pas beaucoup d'humidité, le bois a un comportement. Si c'est très humide, on a un autre comportement qui est plutôt un comportement qui va emmener des dégradations rapides. Donc on parlera de durabilité, de la table ronde numéro 2, et aussi de résistance mécanique affaiblie. Alors, à savoir que la construction bois est régie quand même par la norme Eurocode 5, partie 1, et qui impose des caractéristiques et surtout des dispositions à prendre pour les bois en œuvre dans la construction. Notamment, pour tenir compte de cette humidité, on doit faire un classement en classe de service, pas en classe d'emploi, ça n'a rien à voir, c'est la partie durabilité, la classe d'emploi. La classe de service, c'est la partie mécanique. Comment le bois va résister à l'action qu'on va lui donner de façon en fonction de l'endroit où il est. Donc en fonction de l'endroit qui est plus ou moins humide en fonction du lieu qu'on est. Donc la résistance du bois et des matériaux dérivés est plus faible quand on est très humide, en classe de service 3. Déformation plus importante, donc fluage. Donc là on parlera, quand Thierry interviendra à la fin, on pourra en parler pour les bâtiments de grande hauteur. Et puis certains produits sont carrément interdits parce que s'il y a trop d'humidité, mais tout ce qui est panneaux, comme vous voyez chez le chemin d'à côté, donc OSB et agglomérés, ne peuvent pas être utilisés en classe de service 3. Et les fixations donc, sont soit inox pour les petits diamètres, soit galvanisées à chaud. Donc ça impose quand même des caractéristiques particulières suivant qu'on est en classe de service 2 ou classe de service 3 et qui est fonction de quoi? De l'endroit où on est. Donc la filière bois aux Antilles-Guyane peut être freinée et a été freinée par la méconnaissance de la classe de service à attribuer en fonction de l'endroit où on construit. Qui n'est pas la même chose si on construit à Gosier, à Vernoux ou à Font-Saint-Denis en Martinique. Donc les courbes hygroscopiques aussi, donc c'est les courbes qui donnent l'humidité du bois en œuvre d'équilibre du bois face à la température et l'humidité de l'air. Grâce à ces paramètres-là, sont aussi des courbes qui ont été construites pour des bois résineux. Donc on a parlé tout à l'heure d'essences locales, de filières locales, avec des essences feuillues. Alors moi j'aime pas le mot exotique, parce qu'exotique ça veut dire qui vient de l'autre côté, alors que donc du coup c'est pas des bois exotiques, ce sont des bois feuillus, voilà, tout simplement. Donc le résineux est exotique, mais pas le feuillu. Voilà. Et donc du coup, on se pose la question, est-ce que ces courbes-là sont adaptées pour pouvoir définir nos humidités de service par rapport au fait qu'on utilise essentiellement, en fait, on utilise beaucoup d'essences feuillues. Quel est le comportement réel à prendre en compte pour ces bois feuillus qui sont soumis à un climat tropical et équatorial? Tropical pour nous, équatorial pour la Guyane. Les courbes sont-elles appropriées? Parce qu'on utilise quand même une règle qui est commune à tous et qui est imposée, parce que c'est une norme Eurocode. Alors, est-ce qu'on peut les utiliser sans adaptation de normes, sans faire une adaptation par rapport à nos spécificités? Alors, ce que dit l'Eurocode 5, c'est qu'on est en classe de service 2 jusqu'à 20% d'humidité, et si on a des conditions climatiques supérieure pendant une durée, voilà, donc c'est pas clair. Classe de service 2 bien définie, classe de service 1 bien définie, classe de service 3, c'est le fourre-tout. Donc nous, on se positionne où? 2, 3. 3 interdit, comme je disais tout à l'heure, certains matériaux et impose notamment l'utilisation d'inox et de galva. Donc ça coûte cher. Donc le projet du Ramen, vous allez voir, justement, permet de pouvoir répondre à certaines de ces questions. Donc ça, c'est juste une présentation qui explique un petit peu ce que seraient les classes de service 1, 2, 3, suivant si on est en hexagone, parce que moi j'estime que la présentation là n'est pas forcément à prendre comme ça à la lettre ici. Si on prend la fameuse courbe hygroscopique là, de l'Eurocode qui est issue de l'ancienne norme CB 71, pardon, donc on voit les classes de service 1, classe de service 2, donc c'est les couleurs en fait vert, classe de service 1, classe de service 2, et classe de service 3 au-dessus de 20%.
J'ai mis sur le tableau, sur le graphe, les températures moyennes de l'air aux Antilles-Guyane, entre 20 et quelques et 30 et quelques degrés, et les humidités relatives de l'air, entre 70, 65 et 95, voire 100%. Et quand vous prenez les deux rectangles, vous les relayez, ben juste ici, ben vous vous rendez compte qu'on a des éléments qui pourraient être en classe de service 2 ou en classe de service 3. Le rouge étant la classe de service 3 la plus sévère. Et donc ça sous-entend que pour pouvoir construire, je ne peux pas me permettre de construire sans avoir l'information de quelle classe de service je dois utiliser, je dois affecter à mon élément de structure pour qu'elle puisse être pérenne et mécaniquement stable par rapport aux agressions, séismes, vent et compagnie. Plus le côté durable, puisque les xylophages vont aussi intervenir. Ça, c'est une représentation pour la Guyane, je vais passer. Donc, ce qu'il faudra savoir pour toute l'étude qu'on a menée, c'est qu'on a en général des températures assez stables, donc très peu variables. Par contre, pour l'humidité de l'air, on a une variation spatio-temporelle qui est assez importante. Dans le temps, ben, on a des périodes plus humides que d'autres. En Guyane, c'est la période qui est ici, là. Donc, vous n'arrivez pas à lire, mais c'est entre avril à juin, juillet à peu près. Et en fait, même en fonction du l'endroit où on n'a pas du tout les mêmes humidités relatives, alors que la température est plutôt très peu variable en termes. Voilà. Donc, quand on a dit ça, on cherche les informations. Qu'est-ce qu'ont les classes de services qu'on pourrait utiliser localement en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, pour que le concepteur puisse construire un bâtiment, prendre les calculs. Alors, Anna a parlé de D35, C24, etc. Donc, ce sont les classes mécaniques du bois qui permettent de comprendre comment il va se fonctionner en flexion, 24 mégapascales en flexion, c'est-à-dire comment il va résister. Mais ces valeurs-là vont être abattues, c'est-à-dire avec minorées, si on est en classe de service 3. Et donc, du coup, on n'a pas du tout les mêmes résistances in fine. Quand on cherche classe de service 2, 3 sur Internet, on trouve une carte de la France et celle-là que j'ai oublié, 2 cartes de la Guadeloupe-Martinique, mais sur un territoire, sur une ville, Pointe-à-Pitre et Fort-de-France. Et ça, c'est l'humidité d'équilibre du bois qu'on pourrait utiliser, mine, max, donc 14 en minimal à Pointe-à-Pitre, 16 en moyenne, 19. Donc je pourrais prendre ça et puis dire, je suis en dessous des 20%, qui me permettent de passer au-dessus de classe de service 3. Donc je dirais, je suis en classe de service 2. Sauf que la Guadeloupe n'est pas que Pointe-à-Pitre, Martinique n'est pas que Fort-de-France, la Guyane, c'est pas que Cayenne. Donc il faut quand même qu'on ait plus d'informations pour construire partout. Donc du coup, deuxième source, le DTU, platelage, l'ancien, qui a été révisé depuis, qui donne en fait ces différentes valeurs chaque fois pour une ville. Donc voilà. Donc le projet du Ramen, c'est quoi? C'est ces valeurs-là, ces éléments-là, essayer de trouver plus d'informations, plus de données pour les convertir en données exploitables par un constructeur, par le maître d'ouvrage, le prescripteur, le maître d'œuvre et in fine l'exécutant qui pourra choisir ses essences, surtout calculer, dimensionner son ouvrage avec les bonnes données pour qu'en 5 ans, il n'ait pas un sinistre ou que à la première mise en charge, l'ouvrage ne se... J'allais dire se casse pas la gueule, désolé, excusez-moi, ne fasse pas une rupture soudaine, voilà, un endommagement irréversible. Donc ça, c'est important. Donc le projet Bois du Ramen, qui est un projet de consortium, donc je vais les détailler à la fin, a concerné les 3 départements, enfin les 2 départements, le département de la Guadeloupe, la collectivité de Guyane et la collectivité de Martinique. 3 projets qui se sont suivis, Guadeloupe, Martinique, Guyane, qui ont été déclinés pour chacun de ces territoires. Et donc du coup, il y a plusieurs actions qui sont notées ici, donc avec la participation d'ANCO, que je représente en tant que pilote du projet, S3CV, le bureau d'études et entreprises, l'université Clermont-Auvergne, le bureau Veritas représenté par Thierry Lamadon, le CIRAD et l'université antique, Laurence Romana est dans la salle. Voilà, donc chacun avait ses actions, ses tâches, et on a mené ça de telle sorte à pouvoir donner, in fine, à la population professionnelle, n'est-ce pas, des informations suffisantes pour qu'ils puissent... Bon, c'est bien de développer la filière, mais si on ne peut pas construire avec, ça ne sert pas à grand-chose. Donc l'idée, c'est d'avoir des données pour aller plus loin. Voilà. Donc l'objectif, c'est donner une base de données listant les principales essences de bois qui sont déjà utilisées localement, aussi bien les feuillus que les résineux, des relevés de taux d'humidité d'équilibre du bois, donc les fameuses courbes qu'on a vues tout à l'heure là, leur donner cette fois-ci une carte plus complète, pas qu'avec Pointe-à-Pitre, Fort-de-France et Cayenne. Et donc du coup, c'est un travail qui a été fait justement avec les stations Météo France. Il a fallu récolter les données sur 10 ans, 15 ans d'une dizaine de stations, récupérer l'humidité relative de l'air, la température de l'air et construire en fait pour chaque mois la moyenne en donnant une humidité minimale, une humidité de bois cette fois-ci, humidité d'équilibre du bois minimale, maximale et moyenne. Des relevés de taux d'humidité sur des bois en œuvre, on a
dans ce projet Bois du Ramen, c'est qui est une exclusivité Bois du Ramen, c'est qu'on a aussi fait des mesures in situ. Donc on est allé sur certains sites, des bâtiments qui sont construits, des maisons, des ouvrages, et en fait on faisait des mesures d'humidité. Cette fois-ci on avait la mesure, pas d'équilibre du bois, mais la mesure de l'humidité instantanée à une date précise. Donc on faisait 2 mesures par mois pendant 1 an pour voir l'évolution et les courbes, janvier, février jusqu'à décembre, et voir si on a des fluctuations. Et puis derrière ça, il y a une carte numérique que vous allez pouvoir trouver sur le site d'Anco. Je fais de la publicité, c'est parce que c'est là que c'est plus facile d'accès, où vous avez possibilité d'aller chercher ces cartes et le logiciel qui a été réalisé pour pouvoir vous permettre d'utiliser les données de Bois du Ramen. Et aussi des résultats d'études de recherche que je ne vais pas développer ici, puisque ça prendrait trop de temps, et comme là, on est d'accélérer, je vais essayer d'aller très vite. Alors, les résultats de l'étude. Alors, si on regarde un peu tout ce qui a été fait, je vous ai dit, on a récolté des informations, des données Météo France, des données in situ en faisant des mesures. On avait des gens qui venaient, des stagiaires qui allaient, qui faisaient des mesures toutes les 2 semaines, tous les 2 semaines, chaque mois, comme j'expliquais tout à l'heure. Et derrière ça, on construisait des courbes. Donc, l'analyse de toutes ces données, en fait, qui a permis de quoi? De créer, ou de donner en tout cas, des zones géographiques qui présenteraient des paramètres d'humidité qui sont apparentés aux classes de service 2 et 3. Donc, ça permet déjà de savoir, en dehors de la valeur brutale, de savoir est-ce que vous êtes plutôt dans une zone à risque. Risque parce que classe de service 3 signifie, on expliquait le fluage, vous savez ce que c'est que le fluage, vous avez tous chez vous des étagères, des mobiliers, vous mettez des livres, et puis au bout d'un certain temps, quelques mois, à force, le meuble, la planche, fait un petit ventre, une déformation. Avec le temps, sous charge normale, c'est-à-dire juste les livres, sans ajouter quoi que ce soit, il se déforme. Alors vous imaginez, dans un bâtiment, vous avez des planchers qui commencent à fluer parce qu'il y a trop d'humidité. Et ça dépend de l'humidité. À ce moment-là, vous avez des soucis d'exploitation. On ne peut plus exploiter un bâtiment où il y a des planchers ou des ouvrages qui commencent à fluer et à se déformer fortement parce qu'on a méprisé, on a oublié de prendre la première hypothèse, quelle est la classe de service? Comment je dois construire mon ouvrage en fonction des paramètres de l'environnement? D'accord? Et il en résulte donc quoi? Hop là, je vais trop vite moi, je vais aller vite, mais il ne faut pas se casser la tête quand même. Donc ça, c'est pour la Guadeloupe et la Martinique, ce sont les stations météo France qu'on a identifiées qui avaient les 2 paramètres, température de l'air, humidité relative de l'air, pour pouvoir justement construire l'humidité d'équilibre du bois en service. Donc la Guadeloupe, c'est toutes ces stations et les zones météo France. Donc ce sont les zones météo France qui nous ont permis de dire, pour ces différentes zones coloriées là, vous avez à peu près la même tendance. Donc c'est des isozones et on peut se dire que si j'ai 3 stations dans la même zone, je pourrais en déduire que dans toute cette zone là, on pourrait dire, même si je suis éloigné de la station, je pourrais qualifier mon ouvrage avec les mêmes bâtiments qui sont à côté de la station. Donc voilà. Donc le découpage a été fait aussi pour la Martinique. En zone, on voyait très bien que toutes les zones bleues claires et bleu foncé là, c'est la montagne pelée, donc forcément derrière ça, vous allez comprendre qu'il y a des risques, comme pour la Guadeloupe, la zone rouge qui est la zone de Vernou, les Mamelles, etc. Donc derrière ça, on a utilisé ces données-là. Je ne montrerai pas tous les sites qui ont été aussi mesurés. En Guyane, Martinique, Guadeloupe, c'est environ 70 sites à 100 sites par zone, par territoire, qui ont fait l'objet de mesures et dont on dispose de résultats parce qu'on a récupéré ces données. Donc, les résultats, cette fois-ci, en termes de cartographie. Donc, vous vous rappelez de la petite carte où on avait juste, pour la Martinique, Fort-de-France, mais nous, on a vous donné ces courbes-là à 12 mois et à 3 mois. Donc, ce sont des valeurs qui permettent pour, en moyenne, d'avoir la valeur moyenne au milieu, le min, le max, et l'écart entre le min et le max, donc le delta qui est en jaune. Et si vous regardez bien, vous n'allez peut-être pas voir, mais par exemple, dans cette zone ici, là, qui est Foncé-Denis et autres, on a pu déjà dire, attention, classe de service 3, parce qu'on est de l'ordre de 19,5 à 20%, et on sait que là, on commence à avoir des soucis, parce qu'on a toujours les soucis quand on fait ce genre de choses. La limite, si on est à 0,02 par rapport à cette limite-là, est-ce qu'on considère qu'on est d'un côté ou de l'autre? Alors, les effets de bord, il faut les éviter, parce qu'on a un retour d'expérience quand même qui, allié à ces données-là, vont vous permettre de dire, attention, quand vous êtes à Foncé-Denis, il ne faut pas construire en classe de service 2, il faut prendre l'hypothèse de la classe de service 3 parce qu'on sait que l'humidité est là. Voilà, donc ça, c'est une classification, classe de service, comme je disais, pour supérieur à 19%, ça c'est le choix Bois du Ramen. Bois du Ramen a décidé que dès qu'on est à supérieur à 19%, c'est classe de service 3, mais comme les données sont disponibles, mais si un consortium se réunit pour pouvoir les exploiter, il pourrait décider d'un commun accord de mettre 19,5 ou 18 ou 20. Ça, c'est notre travail a été fait, on vous donne les données, après vous allez maîtriser.
Et le delta H, c'est quand on est à plus supérieur à 5%, c'est la différence entre le min et le max, c'est la partie perturbation. Donc perturbation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais avoir du cyclage, des humidités fortes et faibles. Et là, c'est le pire pour le bois, puisqu'il gonfle, il se rétracte. Et à un moment donné, il peut y avoir des ruptures brutales avant 10 ans, donc avant votre décennale, si je peux me permettre, pour ceux qui construisent. Non, ça peut être catastrophique. Voilà. Donc la Guadeloupe, c'est ça. Voilà. Donc les éléments qu'on a récupérés, donc toutes les stations qui ont fait l'objet d'une étude, avec tout ce qui est rouge, là, c'est les zones où on a considéré que ce serait plus classe de service 3, compte tenu des humidités constatées et des humidités mesurées et les humidités d'équilibre qui ont été déduites des paramètres Météo France. Alors j'attire l'attention que ça, c'est valable que pour les éléments extérieurs abrités. C'est le principe même de l'Eurocode. La base, c'est éléments extérieurs abrités. Si vous avez des éléments extérieurs qui sont exposés, forcément, le fait que l'ouvrage soit mouillé va changer toute la donne. Donc on ne peut pas considérer qu'on est en 2-3. Alors à la limite, il faudrait carrément partir sur 2-3 ou ne pas faire. Mais là, je laisserai la table ronde numéro 2 exprimer un petit peu la conception, parce qu'on risque d'avoir des soucis de ce type-là. Et ça, c'est pas dans Bois du Ramen. Bois du Ramen, c'est vraiment les ouvrages intérieurs ou extérieurs abrités. Et donc, du coup, pour la Guyane, voilà les derniers résultats. Donc, on a fait la restitution en décembre. Pour certaines villes de Guyane, on n'a pas pu tout faire parce que c'est vraiment beaucoup plus immense que nos territoires Guadeloupe, Martinique. Et donc, du coup, il a fallu choisir. On s'oriente a priori pour Saint-Georges et Sinnamary, pas Sinnamary c'est par là, pardon, Saint-Laurent du Maroni, excusez-moi, vers des classes de service qui sont pas loin de 3 sûrs pour Saint-Georges et peut-être 2,5, 3 pour Saint-Laurent. Voilà, donc ça, c'est les résultats du projet. À savoir que nous avons fait des publications, on a participé au GDR de Bordeaux, GDR de Nantes, GDR de Cluny. Donc GDR, c'est un petit séminaire sur 3-4 jours sur le bois, où tout ce qui est en rapport avec le bois, aussi bien ceux qui font des tableaux en bois, ceux qui font de la sculpture, ceux qui font de l'étude chimique du bois, se réunissent et parlent du bois. Et nous, on a présenté ce projet-là au séminaire GDR sur les 4 derniers séminaires, et on a fait 2 posters alors c'est World Conference of Timber Engineering au Chili, à Séoul, et en juin on ira en Norvège à Oslo pour présenter les résultats de Bois du Ramen. Voilà. Donc du coup c'est quand même des données et surtout un travail collectif qui porte ses fruits, puisque on peut l'exporter, parce que ça s'est pas fait dans le monde. Hein. C'est nous qui avons fait ce travail avec Thierry, on a monté toute une mécanique entre guillemets, donc une méthodologie, et derrière la méthodologie, on a la dupliqué sur les différents territoires, et là maintenant on va montrer ce qu'on sait faire ici. Voilà. Et donc du coup, conclusion. Il faut que vous soyez conscients, 18 minutes, j'ai pas réussi à rattraper le temps, désolé, que cette étude est quand même d'actualité, parce qu'on a besoin de ces données-là pour pouvoir construire durable, pour pouvoir construire de grande hauteur. On a besoin que les professionnels Martinique, Guyane, Guadeloupe se mettent ensemble pour pouvoir récupérer ces données et grâce à des règles professionnelles, les utilisent à leur source. Donc le travail des CERP permettra aussi de faire ça. Et surtout, qu'on construise de façon durable, de façon pérenne, avec moins de risques, parce qu'on sait qu'on est en zone sismique. Vous l'avez tous vu ce matin, ça fait un petit piqûre de rappel. C'était pas commandé ni commandité, mais c'est comme ça. Et puis, la fiabilité de la structure. Voilà. Donc, je remercie mes partenaires, S3CB, UCA, le CIRAD, le Bureau Veritas, l'Université Antilles, les partenaires financiers, Synergie, la Région Guadeloupe, l'Europe et le Pacte, qui ont financé ces travaux de recherche qui ont eu lieu entre 2016 et 2022. Et je vous remercie de votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop rapide.